Aujourd'hui, en 2022, je trouve que redonner aux femmes des armes pour dire, pas pour se battre, mais juste des armes. Parvenue à 59 ans, Sophie Marceau s'est affranchie du besoin de préserver quoi que ce soit, ni une réputation savamment construite, ni un mythe, ni même le souvenir d'une ère révolue. Depuis le phénomène de la boum, son visage symbolise une certaine image de la jeunesse française, un mélange de vulnérabilité et d'éclat. Le public l'a observé évoluer, aimé connaître le doute et atteindre le succès. Cependant, derrière cette figure emblématique nationale, se dissimule une femme qui a compris très jeune que l'univers du cinéma pouvait se transformer en un véritable champ de mines. Un univers impitoyable où le talent seul est souvent insuffisant et où le mutisme sert de bouclier aux individus influents. Un milieu où une jeune fille peut se sentir complètement isolée face à des hommes dont la simple renommée impose un silence de plomb sur un plateau de tournage. Aujourd'hui, elle n'a plus l'intention de persuader qui que ce soit. Elle expose les faits, elle met des noms sur les mots et elle maintient ses refus. Non par esprit de vengeance, mais bien parce que certaines plaies ouvertes sous le feu des projecteurs et avec le consentement silencieux de tout un système ne cicatrisent jamais vraiment. Comment celle qui fut la fiancée de la France a-t-elle pu endurer une telle humiliation alors qu'elle était au zénith de sa célébrité? Pour quelles raisons des séquences filmées en 1985 continuent-elles d'obséder sa mémoire avec une telle persistance? Et par-dessus tout, que se produit-il lorsqu'une comédienne adulée par le public choisit enfin de révéler qu'elle n'a jamais accordé son pardon? Car c'est bien sur le plateau de tournage de Police que son chemin a croisé celui de deux personnalités alors dominantes du cinéma français. Deux hommes estimés craints et considérés comme intouchables à cette période. Ce qui s'est déroulé à ce moment-là dépassait largement le cadre de la performance d'acteur. Ce fut une véritable épreuve, une limite inacceptable qui fut franchie. Et à son âge, Sophie Marceau a décidé de ne plus fermer les yeux. Sophie Marceau voit le jour en 1966 à Paris, au sein d'une famille modeste, bien éloignée des sphères intellectuelles et des cercles du 7e art. Son père exerçait le métier de chauffeur routier, tandis que sa mère était employée dans un commerce. Absolument rien ne la destinait à devenir l'une des figures les plus iconiques de France. À 14 ans presque par accident, elle se présente à une audition pour un long métrage sur l'adolescence. Quelques mois s'écoulent et la boum se transforme en un véritable phénomène de société. Elle quitte alors son statut de collégienne anonyme. Elle devient Vic l'amoureuse à la sensibilité à fleur de peau qui captive le cœur de toute une nation. Le triomphe est instantané, colossal, presque brutal. À 15 ans, elle est érigée en symbole. Dès ses 16 ans, elle saisit déjà que la notoriété est loin d'être un conte de fées. Les contrats, les impératifs professionnels, les choix faits en son nom s'accumulent à un rythme effréné. On la chérit mais on la contrôle, on la salue mais on prend les décisions à sa place. Très rapidement, Sophie forge un mécanisme de défense. Elle analyse, elle supporte les coups mais refuse de plier sur le plan personnel. Ce qui la caractérise au-delà de son talent, c'est son irrépressible instinct de liberté. Elle s'oppose à l'idée d'être réduite à une simple image immuable. Elle aspire à sélectionner ses propres rôles, à s'approprier les scénarios, à être maîtresse de sa trajectoire. Cette aspiration à l'indépendance née durant son adolescence deviendra le principe directeur de toute sa carrière. Or, dans un environnement où les hiérarchies sont rigides et les égos surdimensionnés clamer sa liberté, peut avoir un coût très élevé. Quand débute le tournage de Police en 1985, elle n'est alors âgée que de 18 ans. Elle a certes déjà goûté à la gloire, mais elle ne possède pas encore l'influence nécessaire pour se défendre contre des figures d'autorité. Les événements qui se dérouleront sur ce plateau ne constitueront pas seulement une expérience professionnelle éprouvante, ils provoqueront une cassure, une épreuve qui façonnera durablement sa vision du pouvoir du respect et des limites à ne jamais outrepasser. Et c'est précisément dans ce contexte que deux noms ressortent avec force. Numéro 5, Daniel Toscan du Plantier. Au commencement des années 80, Daniel Toscan du Plantier est l'une des personnalités les plus puissantes du cinéma en France. Producteur cultivé, fin stratège, il était l'incarnation d'un système ayant mué un triomphe populaire en une véritable machine industrielle. Quand la boum fait une entrée fracassante au box-office, Sophie Marceau devient bien plus qu'une simple actrice en herbe. Elle se transforme en un véritable actif financier. À 16 ans, elle ignore tout des complexités juridiques et des jeux de pouvoir.
Elle appose sa signature sur des contrats d'exclusivité extrêmement restrictifs et engageants, élaborés dans le but de cadenasser son image et de contrôler ses futures décisions. Pour les studios, il s'agit d'une garantie financière. Pour elle, cela s'apparente à une prison dorée. Les tournages se succèdent tout comme les contraintes. Chacune de ces apparitions, chacune de ces décisions est soumise à des accords qu'elle n'a jamais véritablement pu négocier. Arrive alors inévitablement le point de rupture. Sophie exprime le désir de collaborer avec Andrzej Jouavski pour un cinéma plus pointu, plus radical, un choix artistique en totale contradiction avec les stratégies établies pour elle. La riposte ne se fait pas attendre. Action en justice, pression contractuelle et menaces financières sont immédiatement brandies. On lui fait comprendre que l'indépendance a un coût. Et ce coût, elle s'apprête à le régler. 1 million de francs pour pouvoir rompre son engagement. Une somme absolument faramineuse pour une jeune femme qui n'a même pas encore atteint la majorité. Elle consent à cette dette. Elle consent à des années de labeur acharné pour parvenir à la rembourser. Ce qu'elle ne peut tolérer en revanche, c'est le principe même d'avoir été perçue comme un investissement à faire fructifier plutôt que comme un être humain en pleine construction. Daniel Toscan du Plantier n'était pas perçu comme une figure violente. Son influence se situait sur un tout autre plan. Il incarnait cette mécanique implacable de l'industrie, celle qui réifie une personne en un produit commercial et qui décrète qu'une réussite profite avant tout à ses exploitants. Pour Sophie Marceau, cette époque a certes été fondatrice pour sa trajectoire professionnelle, mais elle a conservé une amertume indélébile, celle d'avoir été contrainte de monnayer sa propre émancipation. Selon sa perspective, la création artistique ne devrait en aucun cas se retrouver enchaînée par des contraintes légales imposées à une adolescente. Ce premier homme n'est pas lié à une affaire sulfureuse, mais plutôt à un éveil crucial pour la jeune actrice. Elle réalise très jeune qu'il lui faudra lutter pour imposer chacun de ses choix, et que dans cet univers, l'indépendance ne se reçoit pas en cadeau, elle se conquiert de haute lutte. Numéro 4, Andrzej Jouavski. Quand elle croise la route d'Andrzej Jouavski au commencement des années 80, Sophie Marceau est à peine sortie de l'adolescence n'ayant pas encore atteint ses 20 ans. Lui en a 46. C'est un cinéaste polonais au caractère passionné, un penseur intransigeant, un créateur possédé par une conception quasi spirituelle du 7e art. Il navigue dans un univers bien plus obscur, plus extrême et plus torturé que le sien. Pour la jeune Sophie, cette liaison représente avant toute chose une voie de sortie, une évasion. Loin des obligations contractuelles et de la pression du marché Jouavski, incarne à ses yeux l'exigence et l'ardeur de la création artistique. Il lui dévoile des perspectives nouvelles. Il l'incite à la lecture, à la réflexion et la pousse à explorer des personnages profondément incarnés, presque organiques. À ses côtés, elle transcende son statut d'idole pour adolescent. Elle se métamorphose en une comédienne au registre tragique. Cependant, l'harmonie initiale se fissure rapidement. L'écart d'âge entre eux est colossal. Son ascendant sur elle l'est tout autant. Jouavski n'est pas simplement son partenaire de vie. Il est son maître, à penser son conseiller et quelquefois son censeur. Il possède une conception très arrêtée de ce que l'art doit incarner. Il éprouve un profond dédain pour le cinéma qu'il estime futile et sans âme. Il chérit la souffrance, la profondeur, la vérité extraite à vif. Pendant plus d'une décennie, leur relation va modeler en profondeur le parcours de Sophie Marceau. Elle opte alors pour des projets complexes, parfois déroutants pour le grand public. Elle se détache progressivement de l'image insouciante qui avait fait sa renommée. Elle acquiert une crédibilité et une reconnaissance critique indéniables. En contrepartie, elle évolue dans un climat de pression constante. En effet, partager la vie d'un créateur torturé implique fréquemment de vivre dans son ombre. Sophie n'a jamais dépeint Andrzej Jouavski comme un tyran. Elle a toujours reconnu sa dette artistique envers lui, mais avec la distance du temps, elle a également concédé que cette union avait fini par anesthésier une facette de sa propre personnalité. Au sein d'un duo où l'un est une sommité intellectuelle confirmée et l'autre une jeune femme en pleine édification personnelle, la démarcation entre l'accompagnement bienveillant et la mainmise devient extrêmement ténue. Ce qu'elle n'a jamais pu lui pardonner, ce n'est pas le sentiment amoureux en lui-même, mais bien plus la rupture de l'équilibre. L'impression d'avoir mûri prématurément, d'avoir renoncé à une part de son insouciance pour se conformer à une vision artistique écrasante. Durant de longues années, elle a lutté pour trouver sa propre place à ses côtés
et non plus simplement en étant son reflet. Leur rupture constitue un tournant fondamental. Sophie reconquiert entièrement son indépendance. Elle multiplie les expériences professionnelles et assume pleinement ses propres paradoxes. Elle prend conscience qu'un Pygmalion peut être une source d'enrichissement, mais qu'il peut également devenir une force absorbante, voire vampirisante. Andrzej Jouławski demeure un personnage ambivalent dans son existence. Ni bourreau ni martyr, mais un être qui a marqué son âme d'une empreinte indélébile. Et il arrive que même les relations les plus structurantes laissent derrière elles des blessures qui ne se voient pas. Numéro 3, Maurice Pialat. En 1985, Maurice Pialat n'est pas un cinéaste ordinaire, il représente déjà une véritable institution. C'est un individu à la fois révéré, redouté et admiré pour son intransigeance artistique. Sur un tournage, son autorité est absolue et sans appel. Son approche cinématographique se veut sans phare épuré et inflexible. Il traque l'émotion authentique, quitte à générer le désordre pour la faire jaillir. Quand Sophie Marceau intègre la distribution du film Police, elle n'a que 19 ans. Sa notoriété est déjà grande, mais elle demeure une très jeune femme. Face à elle se dresse un réalisateur qui exècre toute forme de compromission. La méthode de Pialat repose sur la pression psychologique. Il hausse le ton sans retenue. Il cherche à déstabiliser ses interprètes. Il accule ses comédiens dans leur dernier retranchement. Selon sa philosophie, la vulnérabilité doit être mise à nu, exposée. Sophie se retrouve projetée au centre de ce processus. Les prises de sont refaites inlassablement jusqu'à l'épuisement total des équipes. Les critiques, quant à elles, deviennent blessantes et personnelles. L'ambiance sur le plateau est devenue explosive. On exige d'elle plus d'intensité, plus de crudité, une vulnérabilité à fleur de peau. Toutefois, la ligne de démarcation entre l'exigence professionnelle et l'avilissement personnel commence à se brouiller. Ce qui la traumatise durablement n'est pas uniquement la complexité de son personnage. C'est bien plus le sentiment d'être la cible d'un acharnement au sein d'un milieu largement contrôlé par des personnalités masculines très influentes. À cette époque, remettre en question l'autorité d'un cinéaste de la trempe de Pialat s'apparente à une mission quasiment impossible. Le reste de l'équipe assiste à la scène, rares sont ceux qui osent intervenir. La structure hiérarchique du plateau privilégie la protection du génie au détriment de la sensibilité d'une jeune comédienne. Bien des années plus tard, Sophie Marceau décrira cette expérience de tournage comme une véritable épreuve, un calvaire marquant. Jamais elle n'a remis en question le génie de Pialat. Tout en admettant la puissance de l'œuvre, elle a constamment maintenu que l'art ne peut servir d'excuse à tout et qu'un lieu de tournage ne doit jamais se muer en une arène où l'on anéantit une personne pour capturer une émotion. Ce qui demeure impardonnable à ses yeux n'est pas une simple divergence créative, mais bien l'abus de position dominante. Cette croyance tenace que faire souffrir autrui serait une démarche artistique légitime. À 19 ans, elle a fait le constat amer que la considération humaine n'était pas systématiquement incluse dans le pacte moral du 7e art. Maurice Pialat incarne précisément pour elle cette période où le réalisateur était érigé en idole quasi divine au point que l'inacceptable devenait tolérable et que la brutalité verbale était considérée comme un instrument de création. Déjà à ce moment, elle s'insurgeait contre une telle façon de penser. Toutefois, à cette période, sa voix avait bien moins de poids que le prestige d'un cinéaste consacré. Avec le temps, son intention n'est nullement de réinterpréter les événements. Elle témoigne simplement d'avoir enduré cette épreuve dans une profonde solitude, et cet isolement face à l'autorité reste une cicatrice indélébile. Deuxième figure, Gérard Depardieu. En 1985, Gérard Depardieu est au zénith de sa carrière. Bien plus qu'une vedette, il est un véritable phénomène, une présence écrasante de charisme, le rendant pratiquement intouchable. Sur le plateau du film Police, son magnétisme éclipsait celui de tous les autres. On ne s'adressait pas à lui comme à un comédien ordinaire. On buvait ses paroles, on le couvait, on le vénérait. Face à ce monstre sacré, Sophie Marceau n'est qu'une jeune femme de 19 ans. Bien que déjà très connue, elle ne possède pas encore l'envergure emblématique qu'elle acquérera plus tard. Très vite, le rapport de force déséquilibré devient une évidence. Depardieu s'impose et occupe tout l'espace. Il sort du scénario, il cherche la confrontation, il joue avec les frontières de l'acceptable. Ce qui pour d'autres passe pour une excentricité d'artiste devient pour elle une source de profond malaise. Dans plusieurs séquences, notamment celles qui requièrent une intimité ou un affrontement physique,
La crispation ambiante excède largement le cadre de la fiction. Sophie Marceau relatera plus tard des agissements déplacés, des gestes insistants et des provocations visant à la déstabiliser, des conduites qui à l'époque sont largement banalisées. On justifie cela en parlant d'excès d'un fort caractère ou d'une méthode de jeu instinctive. Le mot respect lui est très rarement évoqué. Ce qui la choque le plus n'est pas uniquement l'attitude de son partenaire, mais la réaction générale autour d'elle, les regards qui fuient, les rires gênés, et cette idée sous-jacente qu'il faut tout tolérer parce que c'est lui, parce que son immense talent absout tout. Dans un tel contexte, élever une contestation équivaut à se mettre en péril et à 19 ans affronter une icône du cinéma français représente un risque considérable. Sophie Marceau a été l'une des toutes premières à tenir des propos très fermes à son encontre, décrivant un comportement qu'elle estimait tout simplement inadmissible. À ce moment-là, sa prise de parole dérange. On l'accuse d'amplifier les faits. On la dépeint comme une personne trop sensible. La hiérarchie implicite du milieu fait bloc pour protéger la légende. Ce qu'elle trouve intolérable, ce n'est pas une scène éprouvante, mais le sentiment d'impunité totale. Cette certitude qu'un comédien vénéré peut se permettre de franchir des limites sans jamais en assumer les conséquences. Elle ne remet aucunement en cause le talent de Depardieu. Ce qu'elle attaque, c'est le système tout entier qui a si longtemps préféré fermer les yeux. Bien des années plus tard, à la faveur de l'évolution du débat public et de l'apparition de nouveaux témoignages, sa prise de position est éclairée d'une lumière nouvelle. Mais en 1985, elle était bien seule, la seule à oser dire que quelque chose n'allait pas du tout. Gérard Depardieu est donc pour elle le symbole d'une ère où la domination masculine régnait sans partage sur les plateaux sans jamais être véritablement remise en cause. Elle a su surmonter cette épreuve. Elle a poursuivi son remarquable parcours, mais sans jamais pouvoir effacer cette blessure de sa mémoire. Troisième figure, Claude Berry. Claude Berry n'était pas un homme d'éclat de voix ou de colère manifeste. Il incarnait une autre forme de puissance, une autorité sereine, celle d'un producteur incontournable et d'un réalisateur estimé, véritable pilier du cinéma français sur plusieurs décennies. Sa domination ne s'exprimait pas par la confrontation directe, mais plutôt à travers le jeu d'influence de ses réseaux, par des choix opérés en toute discrétion, par ce qui était formulé et bien plus encore par tout ce qui était passé sous silence. À l'époque où Sophie Marceau vit ses conflits les plus intenses, Claude Berry appartient à cette génération de patriarches qui tiennent les rênes de l'industrie. Il incarne une forme d'establishment culturel, celui qui offre sa protection aux grands noms du cinéma, celui qui veille au maintien d'un certain ordre artistique, celui qui a le pouvoir de décider qui sera promu et qui sera marginalisé. Sophie n'a jamais dépeint Claude Berry comme un agresseur direct. Le problème est plus insidieux et réside dans un sentiment partagé par beaucoup dans le cinéma français des années 80 et 90. Une sorte de solidarité tacite entre les personnalités dominantes du milieu et une propension à étouffer les tensions dès lors qu'elles impliquaient des artistes puissants et installés. Quand une jeune comédienne s'oppose à des géants comme Maurice Pialat ou Gérard Depardieu, elle n'affronte pas seulement deux individus. Elle se heurte à tout un système de connivence, à un milieu où l'allégeance va presque systématiquement aux aînés, aux maîtres, consacrés à ceux qui sont perçus comme les bâtisseurs de l'histoire du cinéma. Claude Berry symbolise pour Sophie Marceau cette protection de caste, cette incapacité à se remettre en question et ce sentiment d'être jugée comme excessive pour avoir simplement osé élever la voix. Au sein d'un milieu où les trajectoires professionnelles sont façonnées par le réseautage, remettre en question le statu quo revient souvent à se voir opposer une fin de non-recevoir. Ce qu'elle ne peut tolérer ne réside pas dans un acte isolé. C'est une omission, un silence complice, une absence de solidarité, une sorte de cécité délibérée face à un rapport de force totalement inégal. Selon elle, la considération due à autrui ne devrait jamais être conditionnée par le statut ou la renommée. Avec le temps, l'objectif de Sophie Marceau n'est certainement pas de refaire le procès du cinéma français. Elle salue la portée des œuvres tout en rappelant que le talent n'exonère jamais de la responsabilité éthique et que l'omerta bénéficie bien plus souvent aux puissants qu'aux personnes intègres. Claude Berry représente pour elle le symbole de ce système verrouillé, celui d'un establishment qui préférait sauvegarder ses figures tutélaires plutôt que de prêter une oreille attentive à une jeune comédienne réclamant simplement l'établissement de frontières nettes.
À 59 ans, Sophie Marceau ne s'exprime pas pour susciter la polémique, mais pour apporter des éclaircissements nécessaires. Ces mots sont ceux d'une femme ayant très vite compris que la liberté est une conquête. De Daniel Toscan du Plantier à Claude Berry, sans oublier Andrzej Jouawski. Maurice Pialat et Gérard Depardieu, chaque nom marque une étape de son cheminement, une confrontation, une nouvelle lucidité. Aucun de ces individus n'a anéanti sa carrière, mais chacun a contribué à forger son esprit de rébellion. La jeune ingénue s'est transformée en une femme qui décide qui dit non et qui définit ses propres lignes infranchissables. La célébrité, les lauriers et les projecteurs sont éphémères. Ce qui subsiste immuable, c'est l'intégrité. Et c'est peut-être ce joyau, finalement, que Sophie Marceau n'a jamais cessé de défendre ardemment.